Salut tout le monde, aujourd'hui on est ensemble pour le premier épisode de On parle football. Tout nouveau concept sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou sur les réseaux sociaux savent que je suis un grand passionné de foot et qu'avant ma chaîne parlait de foot avant que je me mette à parler des vidéos sur Power. D'ailleurs, pour ceux qui sont inquiets, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de vidéos sur Power sur ma chaîne. Je serai juste un tout petit peu plus actif qu'avant. Maintenant que tout ça est dit, je lance l'intro et je commence. Alors, pour ce premier épisode de On parle football, on va s'intéresser à deux choses. Le mercato d'Arsenal et la finale de Coupe du Monde des clubs. On commence avec Arsenal qui est une équipe que j'apprécie tout particulièrement, mais qu'il faut bien le dire est assez maudite sur la scène européenne et en championnat également. Depuis quelques années, elle fait de bonnes saisons, mais elle n'arrive pas à franchir ce palier qui ferait d'eux des grands d'Europe. Et comme chaque année, je veux dire cette fois-ci c'est peut-être leur saison. Mais pour le coup, j'y crois beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Tout simplement parce que le mercato qui est en train de réaliser Arsenal est exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Pour l'instant, c'est un sans faute. On est à mi-juillet et ils ont déjà réussi à signer Kepa. On ne sait pas si il vient pour être doublure ou être titulaire dans les cages, mais ça amène une certaine concurrence pour le poste de gardien de but. Et ça, c'est très important pour Arsenal parce qu'on a manqué cruellement de concurrence à ce poste-là. Il y a également Zubimendi qui, lui, amènera exactement ce qu'il manquait à Arsenal. Un joueur capable de casser les lignes par la passe ou par la projection. Un joueur qui est surtout régulier dans la performance. Si on regarde toutes les équipes du Big Five, elles ont toutes un joueur dans leur effectif qui est capable de ces performances-là. Et il n'y avait que Arsenal qui n'en avait pas. C'est désormais chose faite. Donc je pense que déjà le jeu d'Arsenal va changer et ça va se ressentir dès les premiers matchs. Après, il y a Norgard. Bon, lui, j'ai un peu plus de réserve parce que je vais pas vous mentir, c'est pas un joueur que j'ai énormément vu jouer. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Donc je sais juste qu'il a de l'expérience de Première Ligue et c'est important d'avoir ce genre de joueur dans un effectif. C'est tout ce que je pourrais dire sur lui. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. Après, Noni Madueke, même si beaucoup de supporters d'Arsenal ne sont pas d'accord avec ce transfert, moi je vous le dis, c'est exactement le genre de joueur qu'il fallait aller chercher. Un joueur avec une bonne qualité de dribble et capable d'être ce joueur de percussion sur le côté. Il est assez adroit devant les cages. Ça amène une concurrence à Bukayo Saka qui pourra en même temps souffler parce qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de souffler cette saison malgré les blessures. Et c'est un vrai remplaçant à lui. C'est vraiment important d'avoir ce genre de joueur. Il y a maintenant Christian Mosquera également qui vient de signer. C'est pas le défenseur par excellence, mais c'est suffisant pour ce qu'il va apporter à l'effectif. Un joueur de devoir avec une bonne lecture de jeu et un excellent jeu de tête. Par contre, j'ai une seule crainte, c'est que c'est un joueur qui vient de Liga. Et j'ai remarqué qu'en dehors de la Liga, ils sont rarement bons. Après, c'est une autre façon de défendre en Première Ligue. La Première Ligue, c'est un rythme beaucoup plus élevé. Donc, on va voir s'il va pouvoir réussir à s'adapter à ce style de jeu. Mais je pense que ça devrait le faire parce que je pense pas qu'il vient pour être titulaire. Je pense que ça va être une doublure vu que centraux, c'est Saliba et Gabriel. Et lui, il viendra dans la rotation, à mon avis. Et pour finir, on a Victor Gyökeres. Bon, en vrai, au moment où je fais la vidéo, il a pas encore signé. Mais c'est qu'une question de minutes ou d'heures. Le joueur lui-même a déjà posté une photo du maillot d'Arsenal sur Twitter ou sur X comme vous voulez. Donc on peut dire que c'est fait en vrai. Et pour le coup, lui, c'est exactement ce qu'il fallait à Arsenal. Un neuf, un vrai buteur. Depuis Giroud, il n'y a plus eu dans l'effectif un joueur capable de monopoliser une défense. Il est capable de marquer des deux pieds, bon jeu de tête. On ne le présente plus, c'est le meilleur buteur européen, même si il n'a pas été désigné soulier d'or à cause du fait qu'il jouait pas dans un championnat du top 5 et que les points attribués sont comptés différemment. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. On va pas refaire le règlement. J'ai pu lire par-ci, par-là que beaucoup de personnes émettent des doutes par rapport au fait qu'il ne s'adaptera pas à la Première Ligue. Moi, je vous le dis, il va tout casser. Il a l'instinct du tueur, on l'a vu en Coupe d'Europe, il ne trempe pas devant les défenses et surtout pas devant les cages. Il sera encore mieux entouré qu'au Sporting, donc ça peut que fonctionner. Il va être à coup sûr le concurrent d'Haaland dans la course au meilleur buteur cette saison, s'il se blesse pas, bien évidemment.
Et vous pouvez déjà enregistrer ce que je dis et me le ressortir si c'est pas le cas en fin de saison. Voilà. Maintenant, on va passer au côté rumeurs, négociations. On parle de Eze, le joueur de Crystal Palace, qui est pour moi le joueur à aller chercher dans cette équipe, tellement il mérite un meilleur club, sans faire offense à Crystal Palace. Mais c'est vraiment un très très haut niveau, ce joueur. Et on parle également de Rodrigo du Real Madrid. Donc je peux vous dire que si Arsenal arrive à avoir ces deux joueurs en plus dans leur effectif, tout le monde va les prendre au sérieux, et pas seulement pour le titre de Première Ligue, mais aussi sur la place européenne. Donc à voir comment se déroulera la suite de ce mercato pour eux, mais ce qu'ils ont déjà en leur possession, c'est déjà assez pour faire mal à beaucoup d'équipes et lutter pour la première place de Première Ligue. Voilà. Maintenant, passons à la finale de la Coupe du Monde des clubs qui s'est terminée hier après un mois de compétition avec la victoire de Chelsea qui a battu le PSG 3-0. Et qui l'aurait prédit? Très peu de personnes pour le score, mais beaucoup de gens ont dit que Chelsea pouvait gagner avant le match, et je faisais partie de cela. Après, vous allez me dire, ouais, Robson, c'est facile, tu dis ça après le match. Ouais, c'est vrai, je dis ça après le match. Mais ceux qui me suivent sur les réseaux peuvent en témoigner, parce que je parle régulièrement de foot. Donc, ils peuvent témoigner que je disais que Chelsea pouvait gagner. Mais malgré tout, il faut reconnaître la compétition incroyable du PSG avec un jeu vraiment alléchant. Et comme j'ai pu le dire à un gars sur X, Twitter pour les anciens comme moi, le PSG est l'équipe qui a le jeu le plus début année 2000. Et ça fait du bien de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes qui jouent toutes de la même façon. Soit elles mettent une défense basse et jouent en attaque rapide, soit elles essayent de jouer comme le City de Guardiola avec 15 000 passes avant d'avoir une occasion de but. Et c'est super barbant pour ma part. Moi, ça m'ennuie au plus haut point. Même si techniquement, c'est du très haut niveau. Faut le reconnaître quand même, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut enchaîner des passes comme ça. Mais moi, je suis pas là pour regarder ce genre de football. Et le fait que le PSG ait un jeu différent, fait qu'ils ont su trouver les failles aux autres équipes, le fait qu'elles pressent en permanence, qu'elles jouent 90% du temps vers l'avant, très peu de passes vers l'arrière, ça change tout. Et ça laisse pas le temps aux équipes de s'organiser. Ça me rappelle un peu les équipes comme le Arsenal de Wenger, le Milan de Carlo Ancelotti, le Manchester de Sir Alex Ferguson, le Chelsea et le Porto également de José Mourinho, ou bien le PSV de Gus Hiddink. On peut même parler du Monaco de Deschamps qui avait fait l'épopée en 2003-2004. Le danger vient de partout. Tout le monde est concerné dans le jeu, mais malheureusement, Paris est tombé sur une équipe qui joue exactement de la même façon qu'elle, une équipe qui s'adapte à l'adversaire en la personne de Chelsea, une équipe qui a les mêmes caractéristiques, mais on parle un peu moins parce qu'elle a eu pas mal de soucis en début de saison et mi-saison, mais qui s'est bien rattrapée par la suite. C'était peut-être dû au fait qu'il y avait des blessés et des joueurs qui revenaient également de blessures. Ils n'avaient pas encore le rythme. Il y a énormément de joueurs également dans l'effectif, donc ça aussi ça joue énormément sur les résultats. Mais hier, durant la finale, on a pu voir une copie conforme entre les deux équipes dans la façon de se projeter, et ce sont les individualités qui ont fait la différence. Et je veux parler de 5 joueurs particulièrement. Et le premier, c'est Malo Gusto, qui a eu une sacrée activité, qui a été décisif directement et indirectement sur 2 buts par ses appels tranchants pour écarter la défense. Il a d'ailleurs fait une passe décisive sur le but de Cole Palmer. On a également Robert Sanchez, le gardien, qui a effectué une multitude d'arrêts qui a permis à Chelsea de rester dans le match et de ne pas être inquiété plus que ça, parce que s'ils avaient encaissé ne serait-ce qu'un but, croyez-moi, le match aurait été totalement différent. On connaît la force mentale des Parisiens cette saison et leur faculté à revenir quasi à chaque fois. Donc il a fait une grosse performance hier et il faut pas l'oublier. Il y a également Moïse Caicedo. Je sais pas si c'est Moïse ou Moses Caicedo, mais bon, moi je veux dire que Moïse Caicedo, qui lui a été partout, mais absolument partout sur le terrain. Il a mangé le milieu de Paris quasiment à lui tout seul. Et ça, c'est une première cette saison. Aucun joueur avait réussi à effacer le milieu du PSG. Lui, il l'a fait quasiment tout seul. Il était là sur tous les ballons, à la relance. Franchement, très très grosse perf de sa part. Il y a eu Joao Pedro, qui lui, il a fait des misères au duo Marquinhos-Peraldo. On les a vus en grande difficulté face à la technique, le physique et les déplacements incessants de l'attaquant. Il se positionnait entre les lignes, puis entre les deux défenseurs, puis sur le côté. C'était insupportable pour la défense parisienne. Il est d'ailleurs l'auteur d'un but et quoi du pétage de plomb des joueurs en fin de match également. C'est à noter. Donc le mec, il les rend fous pendant le match et même après, il est encore là pour les rendre fous. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et pour finir, Cole, ou plutôt Cold Palmer, qui lui a vraiment fait mal au PSG. Chaque prise de balle,
latéral de sa part était un danger. Il a vraiment été imprévisible, balle au pied et chiant dans son déplacement, jouant toujours entre les lignes, pressant également l'adversaire. Et les 2 buts qu'il met, qui sont une copie conforme, en sont la preuve. On ajoute à ça la passe D et ça nous donne le résultat de la finale. C'est vraiment l'homme du match. Cette saison, il n'a pas été extraordinaire comme la première saison qu'il a pu faire, mais Cole Palmer, c'est vraiment un joueur incroyable et il nous l'a prouvé hier. C'est un homme des grands rendez-vous parce que dans tous les grands rendez-vous, il est présent. On a assisté à une belle finale, même si ça a été gâté à la fin par les bagarres qui donnent vraiment une très mauvaise image du football. C'est carrément pas ce qu'on veut voir sur un terrain, que ce soit en pro ou en amateur. C'est la même chose. Le football doit rester un lieu de plaisir, d'étoiles dans les yeux, pas un champ de bataille. Si on voulait voir des gens qui se battent, on regarderait de la boxe ou du MMA et ça donne encore plus une mauvaise image quand c'est une finale qui est regardée par des millions voire des milliards de gens et quand le coach qui est censé montrer l'exemple à son équipe se permet de gifler un joueur adverse. C'est vraiment des images qu'on ne veut plus voir dans un stade. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez apprécié ce premier épisode de On parle football. Sur ces mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur Power ou sur l'actualité football. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.